avec le rapport numéro 16, l'approbation du procès-verbal de la commission permanente du 17 décembre. Est-ce qu'il y a des remarques? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstention? Non-participation? Donc le rapport est adopté. On peut continuer avec le social et la santé. Madame la conseillère exécutive, vous avez la parole avec le rapport numéro 12. Objectif annuel d'évaluation des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour 2026. La parola. Ringrazio Presidente, salute a tutte e a tutti. Donc, di un rapport appena tecnico, c'est un rapport qui est assez technique que je vais vous présenter, qui concerne la tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le secteur de l'enfance, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Vous le savez, un contexte budgétaire contraint, qui découle également du contexte budgétaire français. Et pour autant, nous ne réduisons pas les enveloppes dédiées au secteur médico-social. En 2026, nous mobilisons 26,5 millions d'euros au titre de la protection de l'enfance. C'est près de 158 millions pour notre politique de l'autonomie sur un budget total consacré aux politiques sociales qui est de l'ordre de 232 millions d'euros. La campagne 2026 de tarification s'inscrit donc dans la continuité de la campagne 2025 et la poursuite d'efforts de rationalisation demandés aux établissements. Dès avril 2025, nous avons invité les représentants du secteur pour présenter leurs orientations 2025 en présence du président du conseil exécutif et de M. Gilles Giovananti du conseil exécutif. Nous avons convenu avec les participants, lors de cette réunion, de la mise en place d'un cycle de réunions de travail avec l'ensemble des ESMS. Nos objectifs: identifier les solutions innovantes de rationalisation de la gestion des établissements, assurer la pérennité du système, garantir un accueil de qualité des publics en situation de fragilité. Conformément aux engagements pris, un cycle de travail est enclenché avec les différents acteurs concernés, avec la mise en place d'un DLA collectif, le dispositif local d'accompagnement. Ces travaux vont se poursuivre tout au long de l'année 2026 afin de dégager des orientations pour consolider un système global, efficace, équilibré économiquement et vertueux socialement, correspondant aux attentes des Corses et de la Corse. Nous proposons donc pour cette année un taux directeur annuel d'évolution des dépenses fixé à 0% pour le secteur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, hors mesures nouvelles, ce qui est important à noter, hors mesures nouvelles et hors CEPOM. Et un taux directeur d'évolution de 0,8% pour le secteur de la protection de l'enfance, la prévention spécialisée, hors mesures nouvelles. Il est important de rappeler le contexte dégradé de la protection de l'enfance au plan national, les contraintes financières qui pèsent sur les collectivités compétentes en la matière, qui justifient une prise en compte légèrement différenciée pour ce secteur. Concernant la valeur du point GIR territorial 2025, nous souhaitons le maintenir à hauteur de 9,47 € pour l'ensemble des EHPAD de Corse. Je tiens à rappeler que cette valeur est par ailleurs, quand on la compare aux autres territoires nationaux, la plus élevée au niveau de l'ensemble français. C'est à noter, nous sommes vraiment au plus haut du point GIR. Ringrazio. Donc il y a un avis favorable de la commission des finances et un avis favorable de la commission sociale. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Non. Le rapport est adopté. Donc on peut passer au rapport suivant, qui est le rapport numéro 13, le calendrier scolaire de l'Académie de Corse pour l'année 2026-2027. Qui présente? Monsieur Paoli. Non, c'est la conseillère exécutive Laura Guidici qui va le présenter, mais comme elle a un petit peu de retard, je vous propose qu'on examine d'abord le rapport administration générale. Je crois que c'est oui, le rapport 1 sur la convention avec l'association Agria dans le cadre de l'activité du restaurant administratif. Donc il s'agit d'autoriser le président a signé la convention en vue de définir le montant de la participation de la collectivité de Corse au fonctionnement du restaurant interadministratif de Bastia pour l'année 2025.
Donc c'est l'association Agria qui gère l'activité du restaurant interadministratif à Bastia. Chaque année, cette association signe avec chacun des partenaires utilisateurs une convention visant à définir le montant de leur participation aux frais de fonctionnement de l'association et donc du restaurant administratif. La participation provisoire de la collectivité de Corse s'élève ainsi pour l'année 2025 à 18 689,35 €, une participation qui a été calculée en fonction du nombre de passages constatés en 2024, soit 3 615 passages, et la participation par passage est de 5,17 €. Donc, si nécessaire, un réajustement de la participation pour l'année 2025 pourrait être réalisé dans le courant du premier semestre 2026. Donc, les bénéficiaires, ce sont bien sûr les personnels de la collectivité de Corse qui peuvent utiliser ce restaurant et donc avoir accès à un repas à des prix relativement bas. Et l'impact budgétaire, il est donc de 18 690 € environ. Et bien sûr que la somme a été inscrite au budget. Je vous remercie. Henri Grazia, donc il y a un rapport de la Commission des finances favorable. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas, donc je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non-participation? Le rapport est adopté. Je précise que Samuel Lougian est connecté, parce qu'il m'a envoyé un message, mais il y a quelques petits problèmes apparemment techniques qu'ils sont en train de te régler. Donc vous pouvez continuer avec le rapport numéro 3, si vous voulez, la demande de remise gracieuse. Oui, il s'agit d'une demande de remise gracieuse qui a été formulée par un ancien agent contractuel à durée indéterminée de la collectivité de Corse. Il s'agit d'un agent qui exerçait les fonctions d'assistante familiale et qui a été employé par la collectivité de Corse du 5 octobre 2009 au 5 janvier 2020. À compter de janvier 2020, cet agent a été recruté en qualité d'adjoint administratif dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée jusqu'à sa démission qui est intervenue le 8 octobre 2025. Donc, au cours de ce second contrat, l'agent a été successivement placé en mesure préventive liée à la crise sanitaire Covid, c'était de janvier 2021 à mai 2021. Ensuite, il a été placé en congé de maladie ordinaire de mai 2021 à novembre 2021. Et enfin, en congé de grave maladie de novembre 2021 à octobre 2025, donc date de sa démission. Donc, les retenues pour absence pour raison de santé étant effectuées sur le mois N+1, il convient de procéder à la récupération de la somme de 1 347,94 € qui correspond à la période de congé de grave maladie entre octobre 2025 et entre le 1er octobre 2025 et le 8 octobre 2025. L'intéressé se trouve dans une situation de grande difficulté financière. Elle a été placée en invalidité et perçoit une rente mensuelle d'un montant de 300 € ainsi qu'une pension de reversion de son époux s'élevant à 900 € par mois. Donc, elle ne bénéficie en outre d'aucune aide de la caisse d'allocation familiale et indique vivre exclusivement de ses ressources, dont le montant cumulé demeure relativement modeste. Dans ces conditions, l'ancien agent fait valoir l'impossibilité matérielle de procéder au remboursement de la somme de 1 347,94 € mise à sa charge. Et donc, il vous est demandé de bien vouloir accepter la remise gracieuse pour cet ancien agent de la collectivité de Corse. Je vous remercie. Henri Grazia, donc avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? On ne voit pas. Donc, je peux mettre le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstention? Non-participation? Le rapport est adopté. Donc, on peut passer au rapport numéro 4, renouvellement de la mise à disposition d'un fonctionnaire du service d'incendie et de secours de la Haute-Corse auprès de la collectivité de Corse. Je précise que je peux siéger, puisqu'il y a un décret, une loi qui a été votée,
il n'y a plus de conflit d'intérêts entre établissements publics, entre public. Dans certaines conditions, mais dans ces conditions-là, voilà. C'est bien que des progrès qui nous permettent de travailler des lois qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions. C'est important de le souligner, hein, quand les choses vont dans le bon sens. On va avoir la capacité de le reconnaître, d'autant que c'est un combat, je veux dire comme ça, en tout cas une revendication que vous portez, Monsieur le Président du CIS, depuis un certain temps, de pouvoir intervenir sur les rapports qui concernent l'établissement que vous avez la chance de présider, et ça me semble tout à fait naturel. Donc ici, il s'agit en effet de la reconduction d'une mise à disposition de personnel du service d'incendie et de la secours auprès de la collectivité de Corse. Donc il s'agit d'un fonctionnaire de catégorie A qui relève de la filière sapeur-pompier professionnel. Il est titulaire, cet agent, du grade de commandant, et il assure actuellement des fonctions de direction au sein de la collectivité de Corse. Il s'agit d'une mise à disposition à titre onéreux qui implique le remboursement du traitement et des charges salariales induites par la collectivité de Corse au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse sur production de titres et recettes émis trimestriellement. La durée de ce renouvellement de mise à disposition a été fixée à 3 ans et prendra effet au 1er février 2026, étant entendu qu'elle peut s'interrompre à tout moment à l'initiative de l'une des 3 parties prenantes, le CIS, la collectivité de Corse ou l'agent lui-même. Donc l'impact budgétaire pour la collectivité de Corse, il s'élève à 113 570 € annuels et bien sûr inscrit au budget. Je vous remercie. Merci. Donc, avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc, je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Abstention? Non-participation? Le rapport est adopté. On peut passer au rapport numéro 5. L'aménagement de l'hypercentre de la traverse d'Evisa. Monsieur le conseiller exécutif, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, donc c'est un rapport concernant la mise en œuvre de la traversée d'Evisa sur l'ex-RD 84, qui constitue quand même un axe structurant majeur qui est vu comme un axe interdépartemental de voies bis important, identifié au plan pluriannuel d'investissement que nous avons adopté tous ensemble en janvier 2025, puisqu'il y a eu des premiers parts de travaux qui ont été faits, notamment jusqu'au col de Verge. Il est prévu des investissements structurants à Idon et jusqu'à Porto dans la poursuite de ces premiers travaux qui ont déjà eu lieu. Et donc, il y a la question de la traverse d'Evisa, qui est traversée par cette autoroute départementale. Donc, il s'agit évidemment d'un aménagement de l'hypercentre sur un linéaire de 240 mètres, avec un aménagement de cœur de village et un parking central. Donc, on reprend l'ensemble de la chaussée, on crée une zone apaisée de type zone 30 sur 120 mètres en zone centrale, avec les détails en enrobé grenaillé avec des bordures à niveau, mais aussi le réaménagement du parking existant et un profilage de la largeur de la plateforme. Donc c'est une opération qui bien sûr est inscrite dans ce que je viens de dire dans le PPI 2026-2030 qui a été réactualisé et qui s'élève à un montant de 475 000 € TTC et qui se décline en vertu de la délibération qui est prise par cette Assemblée de Corse le 25 juillet 2019 avec des clés de répartition entre la collectivité de Corse et les communes, puisqu'il y a ces 367 170 € hors taxes pour la collectivité, une contribution de la commune d'Evisa à 63 315. Donc on vous demande d'approuver la répartition, bien sûr, l'affectation pour mise en œuvre de cette opération. Voilà, je vous remercie. Avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Et la CDNAT aussi. Oui, exact. Donc avis favorable de la CDNAT, avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Michel, la parole. T'entends pas?
Un petit problème technique. On va essayer de rétablir le son. Ou que Chantal t'appelle et qu'elle te mette sur le Voilà. micro, tu sais. Chantal, oui. Écoute, on s'entend en Teams et c'est un problème apparemment qui est récurrent, c'est que souvent on s'entend en Teams, mais On t'entend, l'hémicycle, Jean-Michel, on nous maintenant, entend on t'entend, tu peux y aller. pas. Ah, pardon. Mais c'est bon, Chantal, merci. Non, excusez-moi, hein, donc j'étais en train d'avertir Chantal que effectivement on s'entend entre connectés Teams, mais bon, mais c'est très bien si la connexion est revenue. Non, simplement, bon, ce rapport, bien entendu, il nous concerne tous et particulièrement, je dirais, ceux qui aussi ont dans leur commune ce genre de problématiques. Donc, bien sûr, nous allons le voter. Simplement, j'en profite que le président de l'Office de transport soit présent pour simplement lui rappeler. Alors, c'est des rappels positifs, hein, dans le sens où je sais que ça avance, que les études concernant la traverse de Vingue et de Vivarais aussi, les études ont été faites, quasiment, je dirais, abouties. Il y a des contacts qui sont réguliers avec la commune. Mais si vous voulez, simplement, je profite de l'occasion pour vous dire que quand même, bon, il y a une forme d'urgence qui s'installe, notamment pour des problèmes de sécurité, hein. On me signalait récemment que il y avait fréquemment, maintenant de plus en plus, des déroutements de navires qui arrivent à Ajaccio, qui sont déroutés d'Ajaccio à Bastia, le contraire, et ça fait des flux de camions de l'ordre de 150 camions par jour sur une période très très courte, hein, puisqu'ils débarquent à 6 heures, à 7 heures en même temps. Enfin, je passe les détails. Des problèmes de sécurité. On est vraiment aujourd'hui sur des problèmes de sécurité qui préoccupe quand même le maire et qui fait que, bon, il m'a aussi demandé éventuellement de rappeler un petit peu tout ça. Après, il y avait bien sûr le problème du financement. On en a parlé entre nous, enfin, on a eu l'occasion d'en parler. Vous m'aviez plus ou moins dit que c'était un petit peu la répétition qui se fait aujourd'hui, qui était plutôt 20-80, c'est-à-dire 20 la CDC et 80% la commune, pouvait évoluer dans le cadre de la mise en place de financement PTIC complémentaires. Bon, c'est un certain nombre de choses qui me semblent positives, mais j'aimerais quand même profiter de l'occasion pour que vous nous informiez un peu plus précisément sur la suite des opérations, je dirais, sur Banago et Biwario. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Monsieur le conseiller exécutif, vous avez la parole. Oui, merci. Donc, évidemment, donc, les traverses de Banago et de Biwario, premièrement, sont inscrites au PPI. Deuxièmement, je l'avais évoqué dans cette assemblée, mais je crois l'avoir évoqué avec vous, chers collègues, vont faire l'objet de réunions en mairie avec les acteurs. Elles devaient avoir lieu, mais compte tenu des municipales, pour pas qu'il y ait de problème d'interprétation sur la présence d'une réunion de la collectivité lors des municipales, nous avons préféré rester dans le cadre le plus rigoureux juridique, et donc ce qui était prévu en janvier pour avoir appelé le maire a été repoussé pour le mois d'avril, hein, juste après les élections municipales, tout simplement. Dans le cadre de programmation qui concerne déjà l'année 26, puisqu'il y a déjà des affectations de crédit qui sont faites pour Biwario, par exemple, sur la question de la route de Muracho, là, hein, qui attaque. Et globalement, sur Banago, effectivement, je vous ai indiqué que nous avions décidé de déposer l'ensemble du dossier au PTIC, concernant notamment le delta qui pouvait exister sur les parkings, puisque c'est cette question-là qui augmente de manière très importante le budget de l'opération. Si nous avons une inscription, ce que l'on souhaite et qui semble être pouvoir à obtenir, on va dire, une inscription au PTIC de la traverse, ça résoudrait évidemment l'équation financière d'ensemble de manière significative, telle qu'on le souhaite. Donc il y a des discussions en la matière pour que ça se traduise en ce sens. Nonobstant la réunion qui aura lieu pour deux détails de la programmation, qui est pour nous une opération qui doit commencer dès les années 26 pour le Biwario et Banago dans les premières phases d'opération, puisque ce sont des opérations qui seront phasées.
Mais je vous renvoie là-dessus à la clarification qu'on aura et de financement et de détails de calendrier dès les élections municipales passées. On va dire, les équipes sont prêtes à faire cette réunion, mais simplement, le délai de rigueur s'impose à tous. Voilà. Merci pour ces vous remercie. informations. Donc, je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non-participation. Donc, le rapport est adopté à la majorité. Je vous remercie. Donc, il reste un rapport. Je pense que c'est M. Paolini qui va s'y coller, puisque je ne le vois pas. Ah oui, Madame Giudice, la conseillère exécutive est connectée. Vous avez la parole. Je la cède à Monsieur Benedetti qui essaye de vous interpeller, Monsieur le Président, depuis quelques minutes. Non, juste pour dire que je suis enfin connecté depuis le rapport d'avant. On n'a pas entendu, Madame la conseillère exécutive. Vas-y, Paul, essaye de voir si toi, ils t'entendent. Moi, toi, je t'entends, mais j'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. On le voit, on le voit. Je t'entends, Paul. Hein. Je vois, alors je fais comme ça, alors c'est bon là. On vous avait vu connecté bien avant que de vous voir à la télé. Ça va. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mais très rapidement, puisque vous en avez maintenant l'habitude, c'est le rapport du calendrier scolaire qui, pour, j'allais dire, l'année 2026-2027, reste, j'allais dire, très inspiré du précédent calendrier. Nous l'avons, j'allais dire, co-construit avec le rectorat, les représentants de parents d'élèves, le CESEC, les représentants des élèves et également les représentants du monde économique. Il faut savoir que donc pour cette année, nous avons aussi pris comme, j'allais dire, fil rouge la fatigabilité et l'expérience des élèves, notamment des élèves internes qui ont fait valoir certaines positions, notamment sur les vacances. C'est pour ça que pour l'année 2026-2027, le calendrier sera inspiré de la zone A. Alors, à savoir toujours une rentrée scolaire le 3 septembre, des vacances de la Toussaint du 17 octobre au 2 novembre, des vacances de Noël du 19 décembre au 4 janvier, des vacances d'hiver du 13 février au 1er mars, des vacances de Pâques du 10 avril au 26 avril et les vacances d'été à partir du 3 juillet. Évidemment, nous serons toujours sur une journée vaquée le 8 septembre, une journée banalisée le 8 décembre et là, on a fait remonter les différentes demandes des élus, à savoir qu'autour de ce 8 décembre, il y ait vraiment une implication pleine et entière des établissements pour faire des actions significatives pour expliquer sa fiche di nazione et les classes seront également vaquées le 7 mai en raison de la proximité avec les jours fériés. Bien évidemment, hein, nous continuons à marteler notre volonté d'aller plus loin dans cette compétence pour pouvoir avoir un calendrier qui soit véritablement adapté aux spécificités de la Corse, au rythme des enfants, des collégiens et des lycéens. Il faut évidemment, toujours, et on le martèle, que cette compétence évolue. Pourquoi pas, évidemment, avec une adaptation législative. Je vous remercie. Ringraziabi. Est-ce qu'il y a des interventions? Cinémique. Donc, je mets ce rapport au voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Des non-participations? Non. Donc, le rapport est adopté e è mugonpiu sta commissione permanente. Donc, a ringraziarvi a tutte e a tutte e a domani. Bon. À demain.